Vous le connaissez peut-être grâce à son podcast Le Serment d'Hypocrite ou bien grâce à sa particularité de courir des ultras en sandales. C'est Ben Violo qui est aujourd'hui mon invité dans l'Instant Outdoor et avec Ben on va parler podcast, on va parler de course à pied en sandales, on va parler aussi de son métier de coach santé, en quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce qu'il en est venu à faire cette pratique. Et on va discuter d'un petit peu tous les sujets qui nous passent par la tête. Je vous laisse avec ma conversation avec Ben dans l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Ben du podcast Le Serment d'Hypocrite. C'est avec une grande joie que je reçois un autre collègue, ami, podcasteur. Comment vas-tu Ben ? Salut François, ça va bien. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Eh ben écoute, encore une fois avec grand plaisir. Alors Ben, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors dans la vie, je suis coach, mais coach santé, pas coach sportif, donc j'accompagne des gens sur la démarche santé. Et dans mes loisirs, et c'est un peu ce qui a motivé mon choix de carrière professionnelle, je suis coureur. Après, j'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup plus d'étiquettes que ça dessus. C'est qu'en fait, j'aime courir, j'aime courir longtemps. Et ensuite, la manière dont ça se fait, ça dépend des jours. D'accord, donc on va pouvoir en parler un petit peu plus tout à l'heure parce que tu as quand même une belle particularité qui est pas courante dans les pelotons, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. C'est vrai que nous, on s'est Yes, rencontrés, la première fois, physiquement, sur la TDS. Comment s'est exactement. passée cette TDS pour toi? Qui était particulière cette année? Eh bah, écoute, déjà comme toi, elle a eu un virage un petit peu amer, on va dire, donc impossibilité de la terminer malheureusement, mais à la différence de toi, j'étais un petit peu plus loin derrière et donc je me suis pas retrouvé coincé sur la montagne pendant 4 heures, donc j'ai eu un peu de chance, mais c'était surtout pour moi la TDS, c'était un 1er test, on va dire grandeur nature, et pour la TDS, on peut vraiment parler de grandeur, de ma pratique de course à pied, échelle ultra en sandales. Mmh. Donc c'est un petit peu pour ça, je pense qu'on est en train de parler aujourd'hui du coup. Donc peut-être que j'explique un petit peu ce que j'entends par là. Hein. C'est Ouais, pas, vas-y. en fait, je cours pas en tongs. Hein. C'est pas ça l'idée. C'est qu'en fait, j'aime bien courir en sandales. Donc c'est des chaussures qui peuvent être plus ou moins minimalistes. Hein. Ça ne tient qu'à la personne qui les choisit. Mais surtout, le fait, c'est qu'on a le pied à l'air. Donc, il n'y a rien autour du pied. On peut porter des chaussettes si on veut pas avoir froid. Mais voilà. Et sur la TDS, donc je me lançais vraiment. C'était la première fois que j'allais vraiment faire un truc un peu alpin dans cet esprit-là. Donc, c'était un peu le gros test. Et malheureusement, le hasard a voulu que on on n'a pas pu voir si ça marchait jusqu'à la fin. Mais Mmh. sur les 50 premières bornes, ça se passait plutôt bien. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a, amené à avoir cette pratique de la course à pied en sandales? Ça remonte en fait à ma pratique de course à pied tout court. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai pas toujours couru en sandales, hein, mais j'ai commencé la course à pied il y a peut-être, environ 10 ans. J'ai un peu perdu le fil, peut-être un peu plus et donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas un poids plume, hein. Je fais plus de 90 kilos et il y a plus de 10 ans, je devais en faire, presque 110. Donc vraiment dans la catégorie coureur lourd. Et donc, lorsqu'on m'a conseillé mes premières paires de chaussures, en fait, on m'a conseillé des chaussures qui étaient très, très amorties. Ça a pas marché pour moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'avais beaucoup de problèmes de genoux, beaucoup de douleurs et en fait, en me documentant, j'ai compris que finalement, on pouvait aussi peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire qu'avoir, l'absence d'amorti et du coup essayer de travailler le corps pour qu'il fasse le boulot. Il s'avère que ça a été une stratégie payante pour moi. Ça m'a permis de devenir coureur, ça m'a permis de monter en distance, en volume, enfin et du coup, j'ai compris que pour moi, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et le choix des sandales est venu beaucoup plus tard. En fait, c'est avec eux enfin, un peu plus de 3 ans, je crois. Parce qu'en fait, j'ai des grands pieds. Hein. Je fais une taille 47, donc souvent, je me retrouve à prendre même du 48. Euh, donc déjà, c'est pas facile à trouver. Et j'ai le pied extrêmement large de fait d'utiliser beaucoup de chaussures minimalistes. En fait, le pied s'ouvre vachement, mais moi, il est déjà juste large de base. Donc du coup, j'ai tendance à déchirer mes chaussures. Donc, par exemple, grand amateur pendant des années de Altra, Topo et compagnie. Sauf qu'en fait, je les ouvre comme des sandwichs au bout de 300 bornes, que le modèle soit solide ou pas. Hein. Et au bout d'un moment, j'ai essayé les sandales et je fais putain, c'est génial, j'ouvre pas la chaussure. Bon, forcément, elle est déjà ouverte. Voilà.
Mais Mais moi, j'en suis vraiment venu à partir de là. Tu sais, à la base, c'est juste un cheminement où tu fais genre, je fais une première étape, et ensuite tu fais, ok, je cherche la solution suivante, et tu arrives à un autre truc, tu cherches une autre solution, tu arrives à un autre truc, etc., etc., etc. mmh. Et alors, est-ce qu'on peut du coup parler de transition que tu as fait? Ouais, Parce que ça j'imagine que tu ouais, comme tu le dis, tu pas été, du jour au lendemain vers cette pratique-là. ouais. Ça a pris combien de temps? Alors, si on parle déjà juste de la pratique minimaliste en soi, parce que ça va avec, hein, il faut se dire que les sandales sont généralement zéro drop, donc déjà il y a cette idée d'apprendre à courir à plat. Ensuite, tu as le fait d'avoir des chaussures beaucoup plus fines. Donc, moi, j'aime bien dire que j'ai appris vraiment sur peut-être 2-3 ans, en étant pas strict, hein. C'est-à-dire que j'alternais encore avec des chaussures plus conventionnelles, mais vraiment sur 3 ans, en fait, j'ai continué à progresser, hein. Tu sais, j'ai pas stagné en apprenant, tu vois. Mais j'ai intégré ça petit à petit. Et la sandale, c'était finalement assez rapide. Une fois que tu as l'habitude d'une course à pied minimaliste, la sandale, en fait, il suffit juste de s'habituer à deux, trois choses. Si c'est pour un usage route, tu peux quasiment faire la transition pendant quelques semaines, si tu utilises déjà des chaussures assez minimalistes. Par contre, pour le trail, c'est une autre paire de manches parce qu'il y a toute une dimension technique en fait, de positionnement de pied, que on va dire, c'est pas forcément que tu limites ce que tu peux faire, mais tu peux pas faire exactement les mêmes mouvements. Voilà. Donc il y a un adaptement, une adaptation, pardon, et ça c'est un petit peu plus long peut-être, je dirais. Je pense, ça m'a pris vraiment une année de pratique pour vraiment bien trouver mes marques et être super à l'aise. Mmh. Donc, du coup, ça veut dire que tu as pu, prendre du plaisir dans cette pratique de la course à pied en sandales, vraiment, sans avoir à te soucier de: «Est-ce que je vais me blesser? Est-ce que je suis pas en train d'en faire trop? Est-ce que», enfin toutes les questions qui vont avec cette transition-là, au bout d'1 an de pratique? Bah, je me suis jamais trop inquiété pour la blessure, parce qu'en fait, l'avantage d'avoir assez peu d'artifice, autour de toi, c'est qu'en fait, avec la sandale, tu es très proche du sol, d'accord? Donc tu une très bonne lecture du sol et donc une meilleure lecture de l'impact. Donc en réalité, pendant la totalité de ta pratique, c'est assez facile de comprendre quand ça va pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, tu vas le sentir tout de suite. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui sera douloureux, qui va te gêner. Hem, je peux donner un très bon exemple, relativement récent, justement sur une course. J'étais fatigué, je commençais à avoir le pas très très lourd et j'ai commencé à sentir que je commençais à avoir un début de, comment ça s'appelle, d'essuie-glace, tu sais, où je commençais à avoir un petit Mmh. peu mal au genou et je le sens immédiatement. Et donc dès lors que je sens ça, je fais ah, je me suis laissé aller. La fatigue fait que je me suis un peu affaissé et du coup je tape un peu trop du pied. Je me suis repris en fait, j'ai repris ma posture et puis ça a disparu. Tu vois, donc tu peux quasiment contrôler à la minute près, quoi. Alors ça, c'est de l'ordre de la conscience et dès que tu peux, mais au bout d'un moment, quand tu peux plus, que ton corps, tu vois, on voit, hein, les arrivées d'ultra, il y en a qui sont tordus dans tous les sens, ils en ont bien conscience, mais en fait, juste, ils peuvent pas faire autrement. Comment est-ce que, du coup, tu peux, toi, adapter ton corps à un état de fatigue? Du coup, tu l'as expérimenté sur un ultra, du coup, depuis la TDS ou pas? Alors, oui, là, tout récemment, j'étais donc au Festival des Templiers, sur le Grand Trail, donc le 80. Et puis j'ai fait d'autres courses également, mais et là, pour le coup, bah, je dois t'avouer que j'étais pas particulièrement explosé à la fin, ça allait. Mais, tu sens quand même quand il y a de la fatigue, tu vois, que tu faiblis un petit peu. En fait, c'est ton geste est de plus en plus, moins en moins propre, d'accord. Mmh. C'est-à-dire que tes appuis sont moins bons, tu fléchis moins sur tes jambes, c'est un peu plus bourrin quelque part. Et du coup, parce que tu as perdu en légèreté, bah, effectivement, tu peux commencer à avoir des douleurs. Après, je me suis pas vraiment poussé au bout du bout, donc là, je pourrais pas dire que j'ai passé la limite, mais par le passé, je me suis retrouvé quand même dans une situation où, en septembre, là, j'étais en Croatie, pour les 100 miles d'Istria que j'ai pas réussi à finir, où j'ai fait 117 ou 116 ou 117 kilomètres, un truc comme ça. Et là, pour le coup, bah, là, j'ai vraiment morflé et ça a été, c'est le chemin de croix pendant 20 bornes, tu vois, où t'es juste, tu ressembles à un cadavre, quoi. Il Mmh. n'y a pas vraiment d'autre manière de le formuler. Bah, le truc, c'est que, est-ce que ça aurait été mieux avec des chaussures? J'en sais fichtre rien. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai su, je sais pas, au moins 50 bornes avant qu'il y avait un problème.
C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça de nulle part. C'est-à-dire que j'ai su qu'il y avait un souci et j'ai dit bon bah on va essayer de faire avec et finalement ça a pas fonctionné. Mais enfin là, voilà, je vais tomber un truc. Non, l'avantage en fait de cette pratique, je pense, sur l'idée de la fatigue, c'est que tu sais tout de suite quand il y a un problème. Tu as zéro filtre en fait. Tu es en connexion directe et donc s'il y a un truc qui va pas, tu es immédiatement au courant. Et donc quand t'as pas trop d'expérience en ultra, bah tu sais pas forcément que ce signal, ça veut dire ok, traite-le maintenant. Mais quand tu gagnes en expérience, tu fais hey, il y a un problème, ok, qu'est-ce que je fais immédiatement tout de suite pour régler ça? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et tu vois, puis tu pars de là, quoi. Mmh. Alors du coup, les solutions quand, il arrive, justement un problème, une particularité, c'est de corriger ta foulée naturellement, ou de corriger ta position, ta posture, générale? C'est souvent de cet ordre-là, en fait, les corrections que tu as à faire? Ouais, c'est assez souvent ça, en fait. C'est que parfois, en fait, tu te cales dans un rythme et tu es un peu distrait, tu fais plus trop gaffe et tu deviens un peu feignant. Euh, donc, en devenant feignant, bah, forcément, tes mouvements, enfin, tes appuis sont beaucoup plus lourds parce que tu t'écrases un peu sur tes pieds. Et quand tu le sens, au bout de quelques minutes, tu vas faire ah, ça commence à être dur, j'ai un peu mal dans le bas du dos, j'ai les genoux qui titillent un peu. Euh, Ouh là là, le dernier là, j'ai marché sur un caillou, ça a fait vachement mal, alors que pourtant, enfin, ça devrait pas, tu vois. Enfin, et tu te dis, attends, il y a un truc qui va pas. Et je fais, ah bah oui, forcément, il faudrait peut-être que je me redresse un petit peu et que je cours correctement. Et donc ça, tu peux le faire quasiment en temps réel. Mmh. Et alors ça, c'est dans la pratique de la course à pied, mais est-ce que dans la vie de tous les jours aussi, tu marches souvent pieds nus? Tu as habitué ton pied comme ça aussi dans la vie de tous les jours à être sollicité? Parce que, tout de suite, moi, instinctivement, quand je vois des coureurs comme ça qui sont, en sandales ou à l'extrême, pieds nus, moi, je m'inquiète beaucoup pour pour leur plante de pied parce que la mienne, elle serait incapable, en fait, de supporter, autant de chocs, répétés comme ça sur la durée avec des sols, parfois abrasifs. Toi, c'est au quotidien aussi que tu travailles ça ou pas du tout? Alors, alors il y a deux questions là, du coup. En fait, c'est l'idée de est-ce qu'on peut en fait finalement protéger son pied en ayant très peu dessus ou rien du tout. Et ça, la réponse, en fait, est oui pour plusieurs raisons. C'est pas tant ta plante de pied qui devient particulièrement épaisse, c'est qu'en fait, tu gagnes beaucoup en flexibilité du pied. Et en fait, la meilleure manière de l'expliquer, c'est un peu comme... En fait, ton pied, c'est 3 points d'appui majeurs, d'accord? C'est au niveau de la boule du gros orteil, au niveau de la boule du petit orteil et au niveau du talon, d'accord? C'est grosso merdo, c'est ça. Et en fait, une fois que tu gagnes en flexibilité du pied, tu peux facilement basculer les appuis vers 2 de ces 3 points pour compenser peut-être un caillou sur lequel tu as marché ou un truc pas agréable, tu vois? Et ça, tu peux le faire quasi en temps réel, c'est une action réflexe. Donc tu gagnes vachement en souplesse du pied. C'est-à-dire qu'en fait, ton pied arrive presque à s'envelopper autour du caillou pour ne jamais appuyer dessus, tu vois? Mmh. Euh, Ensuite, oui, tu gagnes un peu en épaisseur, on va dire, en corne sous les pieds, mais c'est jamais tant que ça, parce qu'en fait, tu vas l'user petit à petit. Donc, c'est pas non plus une corne épaisse, tu vois, ça reste assez souple, quoi, mais tu as l'impression d'un cuir bien tanné. Ensuite, pour ce qui est de ce que moi je fais, beaucoup de gens ont tendance à penser que je passe beaucoup de temps pieds nus, alors qu'en fait, pas tant que ça. À la maison, oui, donc là, en ce moment, par exemple. Mais en fait, dès que je suis dehors, moi je suis en sandales ou en chaussures, pas très souvent, mais en chaussures très fines, en fait. Donc je suis constamment dans les chaussures très souples, donc mon pied travaille énormément. Mmh. Donc il est toujours en train de bosser, il entretient sa flexibilité, et finalement, moi je fais très peu de pieds nus, sans raison particulière, hein, c'est juste que je le fais pas, et voilà. Mmh. C'est vrai que là, c'est encore, peut-être une autre pratique un peu plus, encore un peu plus extrême. Quels sont les regards et remarques que tu as l'habitude de voir, est-ce que les regards sont plutôt interrogatifs? Est-ce que c'est plutôt, dans le jugement? Comment c'est perçu? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, enfin, ça va autant, «Non mais ça va pas, vous pouvez pas faire ça», «C'est incroyable ce que vous faites», en passant par «Ah ouais, c'est dingue, putain, j'aurais pas pensé qu'on pourrait faire ça, comment vous avez fait pour vous préparer?» Enfin, il y a des gens qui sont super curieux.
Mais j'ai à la fois du super négatif, du super positif et juste des gens qui essayent de comprendre. Faut avouer que les négatifs sont pas très nombreux, hein. Globalement, l'esprit est assez bon. Il y a plus de gens qui sont curieux, à tel point que parfois ça devient un peu compliqué en course quand toi, tu es en train de gérer ton ultra, tu es au kilomètre, je sais pas combien, tu as fait 50 bornes, tu as au moins 10 bornes, ou 10 heures dans les pattes, ou que sais-je. Et il y a quelqu'un qui te demande de faire un exposé sur la course à pied minimaliste. Et là, tu fais « Ouais, mais moi, je suis fatigué, en fait, là. » J'ai les neurones qui sont déjà plus connectés. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien qui marche. Je sais même pas comment. Voilà, je sais pas t'expliquer. C'est magique. Voilà. Hmm. Et d'ailleurs, je t'avouerai que ça m'est déjà arrivé, parce que je suis anglophone, de faire semblant de ne pas parler français, juste pour pas avoir à expliquer pour la 200e fois, parce qu'en fait, je suis fatigué et j'ai besoin. Enfin, tu sais, je suis déjà en train de lutter, en fait, tu vois. Donc, si en plus Hmm. on me demande de faire un exposé, je vais pas y arriver, quoi. Mais globalement, j'ai beaucoup de questions. Beaucoup de gens qui s'y intéressent, qui veulent comprendre, quoi, tu vois. Ils sont soit curieux, juste par simple curiosité, parfois même curieux pour eux. Moi, c'est une pratique qui intrigue, hein, forcément, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, quand on t'explique qu'il faut tel ou tel type de chaussures pour faire tel ou tel type d'effort, et que tu vois quelqu'un qui fait complètement autre chose, forcément, ça intrigue. Hmm. Donc c'est humain d'aller vers ça, mais je comprends tout à fait ton sentiment de ne plus pouvoir aligner trois phrases correctes au bout de 50 bornes, ça me parle. Non, mais tu sais, on connaît tous ce mec qui clairement n'a rien à faire à ta position sur la course, hein, parce que c'est clairement beaucoup trop facile pour lui. T'es en montée, toi, t'es dans le rouge, t'es en PLS, hein, et lui, il passe, il est en train de te taper la tchatch, hein, et tu fais, mais je peux pas te répondre, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de respirer. Ça, Et ça m'arrive tout le temps. c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon fils qui me suit en vélo, et que je peux pas lui répondre parce que je suis oxy, et que, et que lui, il pédale gentiment. Donc, je vois très bien qui est ce mec dont tu Ouais, parles. voilà, ça arrive tout le temps. Mais par contre, ce que tu disais sur le fait que c'est pas exactement ce qu'on nous recommande de faire en termes de chaussures, quelque part, on reprend des principes similaires malgré tout. C'est-à-dire que une fois que tu as écarté la notion d'amorti, parce que du coup, tu le regardes différemment, tu dis, OK, j'ai pas besoin d'amorti dans ce que je porte au pied, parce que mon corps fait le boulot. Et ça, globalement, il le fait bien. En fait, tu retrouves des principes similaires, c'est-à-dire la notion de protection. Ça viendrait à la personne, à l'idée de s'attacher une lamelle de carton sous le pied et d'aller faire la diagonale des fous. Ça serait débile, mais pour tout le monde. Euh, Lorsque tu fais du trail avec des sandales, tu vas avoir des sandales qui vont avoir des gros crampons, ou en tout cas de plus gros crampons, des semelles plus épaisses pour mieux te protéger, etc. etc. Tu vois. Donc tu retrouves quand même des choses qui sont très proches. Même dans la sandale, il y a plusieurs propositions de la part des fabricants, en fonction de ce qu'on a envie ou besoin de faire. Ah complètement. Tu trouveras des sandales avec, alors très épaisses, genre limite c'est une brique quoi. C'est une brique avec une semelle méga grip, tu vois? Enfin, Vibram méga grip, tu vois? Donc le même genre de truc que tu vas trouver sur, ta chaussure de trail quoi. Mmh. Donc et tu retrouves d'ailleurs souvent les mêmes matériaux, au moins sur la semelle extérieure quoi. D'accord. Ah, c'est intéressant. Je connais très, très peu ce milieu de la de la semelle, de sandales, parce que j'ai jamais eu à tester ça, et je Ça pensais pas viendra, ça qu'on viendra. ouais, ah, l'essayer, c'est l'adopter, c'est ça? Bah, pff, en soi si tu vois, entre elles, c'est difficile. On va pas mentir, je vais pas dire que c'est plus facile, tu vois? Entre elles, il y a une technicité supplémentaire, mais par contre, sur route, c'est génial. Enfin, en fait, t'as une espèce de liberté, t'as les pieds à l'air et tout, tu t'éclates, quoi. Et tu vois, quand tu vois que sur des ultra-routes, enfin, on a tous vu cette image, tu sais, des mecs qui découpent l'avant de leur godasse. Mmh. Si ta godasse, elle vient avec l'avant prédécoupé, c'est pas top, ça? Enfin, tu vois? T'as pas de problème, tu vois, t'as de la place dans la chaussure, quoi. Enfin, Mmh. mais sur route, ça peut être, ça peut être la bonne solution pour certains, tu vois. Ouais, c'est
Ouais, pour l'instant, je suis pas prêt d'y venir, clairement. Parce que en fait, je reçois tellement de chaussures à tester, enfin, ou à mettre en avant, à faire des retours sur ce type de chaussures-là, que de faire une transition en même temps, ce serait juste impossible, en fait. Faut trouver les bornes, quoi. Voilà, c'est ça. Bah écoute, merci hein, pour cette présentation de cette pratique Ouais, bah, de la course à pied en sandales qui moi aussi hein, m'intrigue pas mal. Et je suis assez admiratif ouais. d'arriver à faire autant de kilomètres en montagne ou même sur des sols moins montagneux, avec si peu de protection au niveau des pieds. Euh, J'aimerais qu'on passe, si tu veux bien, sur ton podcast avec une Vas-y. question très simple. Pourquoi avoir lancé ton podcast? Euh, Plusieurs raisons, je pense. Bon, déjà, il y avait le timing, hein. Tout d'un coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps en plein confinement l'année dernière. Ça m'a un peu motivé. Mais en fait, la principale chose derrière, c'est que je trouvais énormément de contenu sur la santé, en fait, qui m'intéressait en anglais. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis anglophone, même si ça s'entend pas trop. Et donc, du coup, je trouvais plein de podcasts, de vidéos, de livres, de trucs qui parlaient de santé au sens large, hein. On parle vraiment de la santé en dehors de la pharmacie, hein. Enfin, c'est pas un truc de médecine, quoi. C'est la santé par le mode de vie, quoi. Tu vois, bien manger, bien bouger, etc. Et ça, j'en trouvais plein et je trouvais pas de contenu qui me satisfaisait en français. Et donc, je me suis dit, bah écoute, si tu le trouves pas, t'as qu'à te sortir les doigts et le faire toi-même. Donc j'ai lancé l'émission et j'ai essayé du coup de trouver des invités qui abordaient les sujets qui m'intéressaient moi en anglais et du coup de trouver en gros comment dire, les homologues les homologues francophones en fait. Donc c'est Hmm, vraiment parti de là. d'accord. Et c'est quelque chose qui a pris tout de suite ou comment est-ce que tu as vécu l'évolution de ton podcast? Bah, j'ai eu de la chance d'avoir des invités avec on va dire une bonne notoriété assez tôt dans l'émission. Donc effectivement ça a pris très vite, il faut pas se mentir, hein, quand on fait un podcast. Avoir des invités qui ont de la notoriété, c'est le truc le plus important en fait, hein, surtout au début. Après, on s'en fout, enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mais c'est moins important. Et j'ai eu de la chance en fait. À vrai dire, je savais pas à ce moment-là que c'était vraiment si important, mais juste j'ai contacté des gens qui avaient de la notoriété et qui m'ont dit oui. Voilà. Et donc du coup, ouais, ça a pris quand même assez vite. Moi, mon seul problème, c'est que j'ai du mal à rester régulier dessus. Donc, j'ai fait plus fonctionner en saison, tu sais, où je bosse d'arrache-pied dessus pendant 4-5 mois et je balance genre 15 épisodes. Et ensuite, bah, j'ai genre 6 mois de trou, quoi. Mais bon, là, par exemple, on est en train de préparer une nouvelle saison. euh, donc, avec des nouveaux invités sympas. Je peux faire du name dropping, hein. On a Lucas Papi qui est venu. On a Fabrice Kuhn, du coup, qui est un médecin du sport assez reconnu en France. Hmm. Euh, donc voilà, on a quand même des invités assez chouettes sur cette nouvelle saison. Ouais, parce que tu as quand même assez rapidement réussi à avoir, ouais, comme tu disais, des sacrés noms comme Major Mouvement, qui est ultra demandé en fait. Bah ouais, écoute, tu vois, en fait, je le connaissais pas plus que ça. C'est qu'en fait, je l'avais vu passer sur une collab vidéo et j'ai fait, tiens, il a l'air sympa ce mec, c'est intéressant, j'aime bien sa manière de parler. Sans trop me poser la question de s'il était connu ou pas connu, hein, je lui ai envoyé un message et puis il a fait, ouais, carrément. Tu vois, puis c'est tout en fait. Tu sais, enfin, il y a pas de, il y avait pas de secret en fait. C'est juste, j'avais envie de l'inviter et il a dit oui. Voilà, c'est tout. Ouais, bah, ça se fait comme ça souvent. Puis après, on reste encore dans un milieu, on n'est pas plus dans le milieu de l'entrepreneuriat où le podcast a quand même une plus grande ampleur pour le moment en France Mm. ou je sais pas, ou dans un autre sport comme enfin, je sais pas, interviewer Neymar, ça doit, ça doit être un peu compliqué, je pense. Mais dans la course à pied, dans la santé, ça reste encore assez facile d'avoir certaines personnes qui ont déjà une notoriété. Ouais, c'est moins commercial que certains secteurs. Enfin, je peux te donner un exemple sans forcément pointer du doigt, hein. Il y a des gens que j'ai contactés dans des sphères peut-être un peu annexes. Euh,
bah, concrètement, ça a été, des fins de non-recevoir et surtout de combien tu rémunères pour que je vienne sur ton podcast. J'ai fait: «Bah, c'est pas ça c'est pas ça l'opération», enfin, tu vois? Mmh. Et parce que j'ai parlé à des gens qui étaient, bah, professionnellement, enfin une partie de leur profession, c'était d'être conférencier. Donc en fait, l'idée de venir, parler sur une émission, c'était quelque chose qui se monnayait. Alors qu'en fait, moi j'étais juste plutôt intéressé par leur pratique physique, ou leur pratique, tu vois? Enfin et de dire, bah, moi j'ai envie que j'ai envie de parler à un passionné en fait, Mmh. qui en plus sait de quoi il parle et bah, dans certains milieux, bah, ça c'est payant. Voilà. Ah, j'ai encore jamais eu ça, tiens. Eh beh, j'en ai eu un paquet. Ah! Ne te lance pas dans l'apnée si je puis me permettre. Voilà, c'est pas, ça m'a pas réussi, c'est D'accord. Ah. voilà. Ah, j'ai vu que tu avais reçu quand même, Béatrice Davoine qui est coach, Wim Hof et Ouais, aussi, apnéiste. yes. Hem, là, ça m'intéresse vachement cette méthode Wim Hof ayant le syndrome de Raynaud. Ouais. Tu vois, on m'a conseillé de le faire, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a peut-être d'autres, plus célèbres qui doivent être, un peu plus demandés dans le milieu de l'apnée? C'est ça. En fait, j'ai essayé de contacter pas mal de coachs, Wim Hof, hein, et alors j'ai eu le contact de Béatrice, via, enfin, des gens que je connaissais dans le monde de la plongée et cetera. Enfin bref, tu vois? Tout un réseau de contacts. Ouais. Donc du coup, j'ai pu avoir son contact, mais avant elle, je crois que j'ai dû en contacter 5 ou 6 et j'ai eu que des 0 réponses. Enfin, tu vois? Donc c'est aussi ça quand tu veux avoir en fait, si tu veux avoir des invités sympas sur ton émission, moi je pense qu'il faut juste pas se dire: «Il faut absolument que j'ai machin». Tu sais, j'ai envie de parler de tel sujet, je trouve des personnes qui pourraient être intéressantes et en fait, j'essaye tout le monde, quoi. Et puis, pire des cas, j'ai 2 épisodes, bah, c'est pas grave, on va en parler 2 fois. Mmh Parce que mh. de toute façon, il y en a pas 2 qui ont le même point de vue, donc Ouais, c'est tout à fait juste ça, enfin, une fois j'ai eu, l'envie de faire une semaine à thème sur les coups de mou en trail, tu vois? Et en fait, tu peux faire, 7 épisodes, donc un par jour, heu, du point de vue, d'un nutritionniste, du point de vue d'un préparateur mental, du point de vue d'un entraîneur, du point de vue d'un organisateur. Tu peux faire 7 points de vue différents sur le même sujet et ça marche, c'est clair. ça Oui, mais marche. c'est ça, tu vas jamais te répéter. Je veux dire des trailers, j'en ai eu un paquet sur l'émission. Forcément, bah, c'est un truc que j'aime bien dont j'aime bien parler, donc j'en invite, hein. Je vois pas 2 épisodes identiques. Enfin, ça n'a rien à voir. Mmh. Et alors du coup, tu nous parlais de tes projets pour l'année qui vient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, écoute, oui, donc moi, là, en fait, ça fait plusieurs années que j'essaie de faire mon gros projet sandal, en fait. Il faut savoir que je me suis un peu mis à la sandale, sur un projet beaucoup trop ambitieux pour moi, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait, hein, on n'est pas très malin. Mais je j'ai décidé que je voulais faire un 100 miles en sandales. Et c'était ça, très tôt dans ma pratique parce qu'en fait, j'ai acheté ma première paire de sandales en 2018 et vers genre, je sais pas, en juin, un truc comme ça, et en juillet, je me suis inscrit pour les 100 miles d'Istria, donc c'est une course, en Croatie. Heu et plus tard, très peu de temps après, je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais les faire en sandales», hem, sans véritable conviction, et le truc, c'est que, bah, j'ai eu une petite couille, on va dire, sur le parcours. Mon sac d'allègement a été égaré, j'ai un peu paniqué, j'ai mal géré la situation et du coup, je me retrouve à m'arrêter à mi-chemin. Bon, vu que l'orga était, quelque part responsable pour sur cette perte de sac, que j'ai retrouvé au passage, hein, mais à cause de ce truc-là, ils m'invitent à revenir. Sauf qu'entre temps, bah, il y a eu covid et compagnie. Donc course a été reportée sur reportée, sur reportée, sur reportée. À chaque fois, moi, je m'entraînais pour, hein. Et donc j'ai finalement pu y retourner que, en septembre dernier. Donc on est d'avril 2019 à septembre 2021 quand même, à passer mon temps à préparer cette course. Je Comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, j'ai fait que 117 kilomètres, je me suis un peu raté, parce que, bah, parfois ça arrive, en fait, tout simplement. Parfois ça passe, parfois ça passe pas, et Les planètes ne sont pas alignées. c'est ça, exactement. J'ai très bien compris ce qui s'est pas bien passé, et donc du coup, j'ai revu ma copie et je suis allé au Festival des Templiers, justement pour faire une répétition.
Et ça s'est très bien passé, donc effectivement, j'avais raison. C'était bien ça qui allait pas. Et donc là, vraiment, le gros projet, c'est pour l'année prochaine, c'est d'aller faire donc les 100 miles d'Estria, donc avec mes claquettes de compétition, euh, pour en fait clôturer un projet que maintenant je me traîne depuis, je sais pas, juillet 2018. Donc c'est un gros morceau. Il y a pas mal de courses enfin pas mal de, on va dire, d'autres défis entre les deux, hein. Je vais retourner faire un 80 en sandales, donc à la Corsa della Bora, qui est une course autour de Trieste. Donc 80 km en sandales en hiver. Euh, et ensuite, je vais aller faire un sentier. Tout ça, c'est de la préparation, hein, mais c'est vraiment l'idée de répéter un maximum les choses. Je vais aller me préparer sur un sentier qui me tient particulièrement à cœur, qui est le GR49 dans le Var. Donc le GR49, c'est un sentier qui fait à peu près il fait 108 km. Et je sais pas, il doit faire peut-être les 3005, 4000 de dénivelé max. Et il relie Saint-Raphaël au bord de la mer. Il commence quasiment à côté de la plage. Et il va jusqu'aux gorges du Verdon. Et donc ça, c'est un sentier qui s'avère traverse des endroits où ma famille est installée, mais et où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Donc tu vois, il me tient un peu à cœur. Et puis du coup, je vais faire ça en guise de répétition solo, parce que bah, apparemment personne n'a jamais pris la peine de faire un record dessus. Je me suis dit, bah, je vais en poser un. Et puis bah, quelqu'un le plus rapide ira le battre plus tard, mais en tout cas, moi, je le ferai en tongue. Voilà. Hmm. Et tout ça, ça me sert de répétition pour ensuite aller du coup en Croatie, fin prêt à en découdre pour ce troisième essai. Et bah voilà, enfin, finaliser ce truc parce que c'est une course qui est super bien organisée, malgré la perte du sac. Genre, enfin, tu vois, c'est un truc. Enfin, je suis le seul, hein. C'est arrivé à personne d'autre, hein. C'est juste le pas de bol. Mais et en plus, je suis partiellement responsable. Donc, et donc du coup, tu vois, enfin, j'y retourne parce que voilà, c'est vachement bien organisé. C'est un endroit qui est magnifique. L'accueil est ouf, hein. Enfin, il y a une super bonne ambiance. Donc tu vois, tellement hâte en fait de. Tu vois, tu te dis, putain, j'ai loupé 2 fois, je suis trop frustré. En fait, non, je suis trop excité, je suis trop heureux. Je me dis, putain, c'est l'occasion d'y retourner. Enfin, ça va être le festival en fait, et le bonheur absolu. Hmm. Et alors, qu'est-ce qu'elle a cette course de particulier parce que je t'avoue que je ne la Ouais. connais pas du tout. Euh, et je suis aussi assez curieux de savoir quelle est l'ambiance, la différence entre les courses peut-être en Croatie et en France. Ouais. Alors déjà, il faut situer que c'est une course qui est assez internationale. Donc, t'as quand même ça brasse du beau monde, on va dire. En partie parce que la course fait partie enfin, ou faisait partie de l'Ultra Trail World Tour, donc maintenant ça va rentrer dans le truc circuit UTMB World, je crois. Enfin, le World Series, c'est ça? Ouais. Ouais. Et, mais donc déjà, c'est une course qui brasse pas mal de monde. On est dans une région, enfin, l'arrivée, t'es au bord de la mer, c'est plutôt cool. C'est sympa les arrivées au bord de la mer, pour ceux qui ont déjà fait. Mais par contre, tu as quand même une partie montagne. Parce que la Croatie, c'est pas les Alpes, hein, on n'est pas à 8000 mètres d'altitude, faut pas déconner. Euh, mais par contre, tu démarres en fait dans un petit village médiéval où des gens vivent depuis plus de 3000 ans. Donc déjà, ça, niveau cachet, comme ligne de départ, c'est pas dégueu. Euh, tu démarres ta course au bord de la mer, tu vois, enfin, c'est assez sympa. Tu es dans des terrains super techniques, vachement rocailleux. Pour tous ceux qui ont couru genre dans le sud-est de la France, hein, vous aurez déjà vu ces sentiers très rocailleux, bah, c'est un peu ce genre d'esprit. Euh, donc déjà, il y a une vraie technicité dans les chemins. Donc, enfin, c'est pas l'autoroute, quoi. Je veux dire, chaque parcelle de chemin se mérite un peu. Il n'y a pas beaucoup de passages où on peut vraiment allonger la foulée. Et en fait, on fait la majorité du dénivelé au début de la course. Alors, on monte pas spécialement haut, hein. Je crois que c'est 1400 mètres, hein, max. Je veux dire, on n'est pas sur de la haute altitude. Mais toujours est-il que quand on arrive à 1400 mètres la nuit, en avril, bah, il fait froid. Il fait franchement pas chaud. Et la première année que je l'avais fait, c'était torrentiel, il neigeait. Donc tu vois, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc Hmm. tu vois, tu as ce beau parcours en fait où tu as vu en fait sur la mer Caspienne, ça c'est mer Caspienne, ouais. Et toutes les îles croates. Donc déjà, le paysage en fait quand tu montes en altitude est absolument magnifique. Et une fois que tu as fait ce gros bloc de dénivelé, genre en gros 4000 sur les 6000 à peu près, hein, je sais plus combien c'est exactement, je crois que c'est 6005. Mais en gros, une fois que tu as fait ces 4000 de dénivelé, en fait, tu enchaînes des petits villages médiévaux jusqu'à la fin.
Et donc, tu vois, ça, t'as vraiment deux thèmes sur la course. Au niveau de l'ambiance, il y a toujours du monde sur tous les ravitaux. Mais c'est tranquille. C'est pas, je sais pas, c'est pas la folie comme quand tu vas au Festival des Templiers où là, t'as l'impression que, enfin, il- t'as l'impression qu'il y a une promo, tu vois. Enfin, c'est genre Black Friday, quoi, tu vois. Non, mais vraiment, t'arrives au Festival des Templiers, tu dis, putain, le monde! On est au milieu de nulle part. Il est genre, quoi, 6 heures du mat. Ils sont 90. Nous, on est à passer à ce moment-là, on est peut-être un groupe de 50, tu vois. Donc déjà, ils sont plus nombreux que nous. D'accord. Tu vois, enfin, tu sais, le Festival des Templiers, c'est un peu à part pour le coup. Mais t'as quand même moins de monde parce que c'est quand même moins peuplé. Mais il y a une super bonne ambiance, une vraie chaleur. Tu vois, les gens sont super gentils, super accueillants. T'as les gens dans les villages qui mettent un petit panneau genre ici robinet pour les coureurs, tu sais, pour reprendre de l'eau. Tu vois, enfin, c'est des trucs comme D'accord. ça, quoi. Ouais. Euh, et ouais, puis juste une espèce de gentillesse, une espèce de bienveillance, quoi. Et puis ce qui est cool, c'est que c'est un mélange de cultures, quoi. Donc, et le directeur de course, donc Alain Paliska, c'est un vrai passionné. Tu sais, c'est un véritable amoureux du truc, tu vois. C'est-à-dire que à la fois c'est son job, mais c'est aussi enfin, sa vocation, quoi. C'est quelqu'un qui a ce sens de l'accueil. Donc, tu vois, tout est réuni en fait pour moi pour faire une bonne course, quoi. Mmh. Bon, en tout cas, tu la vends très bien. Et je commence à bien la connaître. C'est vrai que ça fait envie d'aller, sortir de nos frontières, bien françaises, Hmm. parce qu'il y a quand même enfin, c'est ce que je dis j'arrête pas de dire, hein, c'est que, il y a tellement de belles courses à aller faire, en France et ailleurs, que parfois je trouve ça dommage d'aller faire 2 fois, voire 3 fois, voire 10 fois les mêmes courses. Mais bon, ça Hmm. après chacun, fait bien ce qu'il a envie, hein, mais je suis partisan à titre personnel d'aller explorer en fait des terrains et des territoires que je connais pas et là du coup, la Croatie, c'est un pays qui m'attirait déjà pas mal. Hmm. Hem, Bah, je vais zioter, hein, je vais aller Bah, regarder. je suis du même avis que toi, d'accord? C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller explorer. Mais en attendant, je suis quand même assez envieux de ces gens qui vont faire 15 ans d'affilée la même course. Et en fait, ils rentrent à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc genre. Tu sais, moi, à chaque fois, j'arrive, je suis un peu dans l'inconnu. Je suis, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est quoi ce truc? Oh là là! Tu vois, enfin, tu sais, c'est. Alors, c'est un peu la panique, tu vois. Et eux, ils arrivent, ils font, OK, au kilomètre 3, ça tourne à droite. Et puis ensuite, ça remonte un peu à gauche, il y a un petit coup de cul. Et puis, tu vois, enfin. Et puis, ils arrivent, ils connaissent tout le monde et tout. Et tu fais, ah, c'est sympa quand même, ça aussi, tu vois. Et c'est cool, en fait, d'arriver dans des courses où tu. Bon, je dis pas forcément connaître tout le monde, mais tu sais, enfin, c'est pas la première fois que tu viens, quoi. Tu as une petite idée de ce qui t'attend, et du coup, tu le vis différemment. Donc, je suis Ouais, aussi envieux de ça, tu vois. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de faire, genre, 10 années d'affilée, le Festival des Templiers, tu vois. complètement, je le comprends Mm. aussi tout à fait. Tu vois, quand, là, cette année, j'étais à La Réunion pour la diagonale. Quand tu vois, Antoine Guillon, qui se promène là-dedans, comme s'il était chez lui, mais je crois qu'il est chez lui, en fait. Enfin, Mm. il y a quelque chose, quoi, quand tu viens faire alors je sais pas combien de fois il l'a faite, ça fait 15 ans qu'il y vient, je crois presque tous les ans, enfin, Ouais. enfin, forcément que tu viens chercher quelque chose, de retrouver des amis, et ça, c'est aussi vrai pour tous les concurrents qui sont pas forcément dans l'élite, hein, et qui viennent juste là pour repasser un moment avec des gens formidables qu'ils ont rencontrés sur l'événement. Donc oui, oui, je comprends aussi tout à fait, hein, mais malgré tout, moi, j'aime bien aller, découvrir autre chose et puis c'est vrai que le trail et l'ultra trail, c'est quand même assez impactant pour l'organisme et bah, on peut pas en faire non plus, tous les mois. Enfin, personnellement, je peux pas. Lucas Ouais, Papi moi non peut. plus, mais j'essaye quand même, hein. Voilà, là, donc ouais, ça reste, ouais, 2 pratiques différentes, Mm. mais j'aime bien. OK, bah, écoute, ça va te faire une belle année 2022 ça, Bah, c'est clair, hein, d'ici avril, je vais pas chômer, hein. mmh. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton activité, pro. Tu nous as Ouais. dit que tu étais, coach santé. En quoi ça consiste exactement? Donc en fait, c'est une division du coaching de vie, hein, dont les gens sont peut-être plutôt familiers. En fait, c'est un rôle de conseiller, en fait, hein. Tu es là pour aider les gens à la prise de décision. C'est vraiment ça la différence, hein. C'est un métier à la base qui émane en fait des métiers de la thérapie. Et les métiers de la thérapie, c'est analyser les causes.
Mais du coup, il y a des gens qui se sont dit, bah, ça serait pas mal en fait qu'on prenne aussi des actions un peu plus, enfin qu'on pousse en fait les gens à prendre leurs propres décisions et pas être du coup t'es moins dans l'analyse. Hein. Tu cherches juste à les guider vers les décisions qui sont positives pour eux. Et là, du coup, un coach santé se focalise du coup sur la partie santé. Et donc ça peut se matérialiser de pas mal de manières différentes. Donc, soit aider les gens à refaire leur alimentation, par exemple, alimentation sportive ou du quotidien, ou revoir leur activité sportive. Alors, il s'avère que j'ai un petit peu d'expérience sur le sport, et donc du coup, je fais aussi un peu ça, mais c'est pas, enfin, je vais pas aller faire des pompes, tu vois, je vais pas dire aux gens, genre, fais 20 pompes. C'est plutôt comment guider leur pratique, hein, qui en fait vont parfois réaliser avec d'autres professionnels, donc typiquement un coach sportif. Par exemple, j'avais suivi des athlètes en préparation des JO. Je suis vraiment sur cette démarche santé, c'est-à-dire qu'on cherchait à trouver un peu les déséquilibres qu'il y avait au niveau physique. On dit ah bah tiens, attends, t'as eu ça comme problème, ça pourrait être le signe que effectivement tu as un déséquilibre. Peut-être qu'il faudrait aller voir un kiné ou un ostéo pour traiter ce sujet-là en particulier. Ensuite, à eux de prendre comment dire, à eux d'effectuer ça ou pas. Et en fait, l'idée, c'est vraiment juste de les conseiller dans cette démarche, d'avoir en fait un recul pour regarder l'ensemble des spécialités qui pourraient les intéresser et de les conseiller dedans. Mmh. C'est vrai que c'est intéressant parce que souvent quand on est soi-même, on doit se juger soi-même. On dit souvent qu'on peut pas être jugé parti, et que c'est compliqué des fois de prendre du recul sur sa propre pratique, sa propre Mm. vie, et puis aussi de changer ses habitudes, ça relève un peu du développement personnel aussi, j'imagine? Complètement. On est vraiment dans cette. Enfin, la démarche est empruntée là-dedans. Hein. Je veux dire, même si j'ai tendance à pas prétendre faire du développement personnel parce que, enfin, on va dire, certains vont se développer personnellement et d'autres non, tu vois. Enfin, ça dépend comment tu abordes les choses. Mais ouais, les outils sont les mêmes en fait. Mmh. Et comment tu es venu à cette activité? Je pense que c'est un cheminement assez long, mais c'est déjà venu par passion, par avoir eu à le faire pour moi. Ensuite, m'être retrouvé souvent en position de conseiller des gens tout court et parce que, bah, tu t'intéresses vachement au sujet et tu sais en parler ou tu sais, au moins présenter les choses sous un jour assez simple, bah, tu as quelqu'un qui te dit: «Attends, moi j'ai ce problème-là, du coup je sais pas ce que je fais» et du coup tu commences à réfléchir au problème avec eux et enfin, en fait, tu te retrouves à le faire sans vraiment savoir que c'est ça que tu es en train de faire, tu vois? Mmh. Et un jour, en fait, bah, on va dire, je me posais des questions sur ma carrière, hein, carrière de cadre dans le numérique, hein, vraiment pas et pas un truc qui me passionnait du tout, hein. Et je me suis dit: «Bah, en fait, je sais pas, ça me donne envie, en fait. Genre, j'ai envie d'aider des gens, en fait, ça me rend heureux» et en creusant un peu le truc, au début, je me suis dit: «Est-ce qu'il faut que je sois coach sportif? Est-ce que truc?» Enfin, tu vois? Mais bon, devenir coach sportif à la trentaine, c'est pas si simple, mine de rien. Enfin, c'est exigeant physiquement. Puis c'était pas trop pour moi, ça m'appelait pas plus que ça et en fait, je suis tombé là-dessus, je fais: «Bah, c'est peut-être ça, finalement» et donc j'ai démarré mon activité, un peu sur un coup de tête, quoi. On y va et on voit si ça marche. Mais il doit y avoir, beaucoup de concurrence dans ce domaine-là? Parce que quand on voit le milieu du développement personnel, c'est juste dingue, quoi, l'ampleur que Mmh. ça a pris ces dernières années. C'est pas trop le cas pour ton activité de coach Alors de vie? c'est clairement compétitif, sur le coaching de vie. Là, il y a énormément de monde. Je dois t'avouer que sur le coaching santé, on est déjà moins nombreux, heu et même au niveau mondial, hein. On parle pas juste de la France et de la francophonie, hein. C'est un métier qui existe peu en France, voire même très peu. Il existe beaucoup plus à l'international parce que, principalement en Amérique du Nord, où on s'intéresse, finalement beaucoup plus en fait, au comment dire? À la santé en dehors du secteur médical, tu vois? C'est-à-dire que tu vas avoir ton médecin, mais tu vas aussi avoir des conseillers, des gens qui vont te guider sur des pratiques plus douces peut-être, de mode de vie et ça, c'est quelque chose qui est vachement ancré dans la culture, alors qu'en France, pas du tout. Hem, C'est-à-dire que c'est un métier qui est connu là-bas, alors que, ici, bah, très fréquemment, une des premières questions qu'on me pose, si je dis: «Je suis coach santé», je fais: «Mais du coup, tu as fait une école de médecine?» Je fais: «Bah non, je suis pas médecin». Hem
Mais c'est parce que c'est pas le but, en fait. Le but, c'est pas ça, en fait. C'est pas de se substituer à un médecin. Et au contraire, c'est de collaborer avec un médecin. Et certains médecins le comprennent et voient une valeur dans ce genre d'accompagnement. Mais pour la plupart, c'est attendez, vous voulez aider les gens sur la santé, vous n'êtes pas médecin, mais du coup, c'est une pratique illégale de la médecine. Mais oui, non, c'est pas ça. Ouais, Parce c'est vrai qu'au que la contraire, on frontière, conseille pas. Hmm. pour certains, elle doit être difficile à cerner. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ce qui est compliqué alors vraiment, là, pour le coup, je peux parler que de la France, hein, je connais pas tous les pays. Mais ce qui est compliqué en France, c'est qu'en fait, on s'est appuyé sur le médecin, on lui a demandé de tout faire. Et le truc, c'est qu'on le forme pas pour tout. Il sait pas tout faire. Il est très bon sur, en fait, certaines choses, mais pas enfin, votre médecin, il n'est pas expert du sommeil. Votre médecin, il n'est pas expert en nutrition. C'est pas des choses qui sont lourdement étudiées, en fait, dans le processus. Il y a des spécialistes pour ça. Mais parfois, vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire une étude clinique pour qu'on comprenne qu'en fait, vous dormez pas assez. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un spécialiste du sommeil pour que je vous explique que ça serait pas mal, en fait, peut-être de commencer à mettre des boules caisses parce qu'il y a du bruit chez vous. Je veux dire, ça, c'est des petits problèmes à la con, mais en fait, vous n'avez pas forcément besoin de consulter un spécialiste pour ça. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de les déranger pour ça. C'est un peu du bon sens, mais parfois, tu as juste besoin que quelqu'un, en fait, te dise hey, tu dors pas bien, c'est normal que ça soit difficile. Tu vois. Mmh. Et c'est comme les personnes qui disent, bien manger et en fait, quand tu discutes un petit peu et que tu creuses un petit peu et puis que tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu manges réellement?» Et ben, Hmm. en fait, tu te rends compte que, la notion de bien manger n'est pas la même pour tout le monde et que finalement quand, quelques petits conseils simples de réaiguillage peuvent, parfois être, nécessaires. Oui, c'est ça, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se tournent vers, par exemple, un nouveau régime, vont te dire: «Ce truc-là a changé ma vie, tout d'un coup, j'ai perdu du poids et tout». C'est qu'en fait, c'est pas tant le nouveau régime, c'est les trucs qu'ils ont arrêté de manger, d'avant, tu vois? Ils ont arrêté de bouffer tel truc parce que du coup, ça marchait plus dans le régime, mais vu que c'était genre, 40 de leur alimentation, bah, tout de suite, ça va vachement mieux, tu vois? Mmh. Et enfin, tu vois, tu as plein de situations comme ça, donc faut aussi faire attention, enfin c'est le problème quand tu commences à mettre des étiquettes sur trop de trucs, tu vois. Tu dis, ouais, tel régime, il est génial. Non, enfin, il marche bien pour toi, mais en l'occurrence, il marche bien pour toi, surtout parce que t'as arrêté de t'empiffrer avec cet autre truc qui était en train de te détruire la santé, tu vois. Mmh. Et j'avais vu aussi que tu t'intéressais à la méditation. Oui, c'est un grand mot. On va dire, je m'y intéresse. Alors, je suis Ouais, extrêmement curieux. Après, dans la même démarche. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ma pratique de la méditation est clairement non conventionnelle. C'est-à-dire que pour moi, la course à pied, c'est une pratique méditative. D'accord. Et du coup, pendant la course à pied, je fais des exercices de respiration. J'en profite pour internaliser un peu les choses. Enfin, tu vois, je m'évade vraiment. Mais je fais pas enfin, je fais pas quelque chose de conventionnel où, tu sais, je m'assois sur mon coussin et tu vois, enfin, je fais une pratique méditative classique. Mmh. Je m'y intéresse énormément, je trouve ça fascinant. Mais bon, voilà, je peux pas dire que je pratique vraiment de la manière la plus pure, quoi. Enfin, la plus traditionnelle, on va dire. Voilà. Mais tu vois, pour en avoir discuté un petit peu avec, alors là, j'ai perdu le nom, je suis désolé, Running Yogi, voilà, donc Béatrice, qui est l'une des fondatrices et Pascal, qui sont les fondateurs de Running Yogi, qui on aurait déjà enregistré un épisode de podcast, disait que, il y a pas besoin d'être dans cet état-là, assis sur son coussin et que C'est ça. rien que là, être là tous les 2 à converser et être concentrés sur, notre conversation, Hmm. ben, on est presque dans cet état-là aussi de méditation, de concentration, où on s'évade, où on est, que là, à l'instant et pas en train de faire autre chose en même temps, et ça, c'est un petit peu aussi l'un des mots de de cette époque où où ça clignote dans tous les sens. Hmm. Donc oui, finalement, la pratique de la méditation en courant, bah, c'est l'une des pratiques, qui est possible. Bah, tout à fait. Et puis, enfin, c'est pas moi qui vais te contredire si tu dis que nous, on est extrêmement élevés en tant que podcasteur spirituellement. Hein, donc, je suis d'accord avec toi. Mais, euh, mais non, bah, je pense qu'il y a vraiment de ça, en fait. C'est le fait d'être. Enfin, après, j'ai peut-être tort. Hein, honnêtement, j'y connais rien. Mais pour moi, c'est un peu l'idée d'être 100% sur quelque chose. C'est-à-dire que
Là, pendant qu'on discute, ou pendant que j'enregistre un de mes propres podcasts, je suis focalisé exclusivement sur cette conversation. C'est-à-dire que je suis pas en train de, tu vois, checker mes notifications sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Enfin, tu sais, je suis pas en train de faire Mmh. 12 000 trucs en même temps. Je suis concentré sur cette conversation, sur ce qu'on se dit. Enfin, tu vois, j'essaie d'être clair, j'essaie de, tu vois, enfin, de bien répondre à tes questions, j'essaie de bien comprendre ce que tu me demandes. Enfin, tu vois, je suis concentré, quoi. Mmh. Et c'est pour ça, par exemple, tu vois, aller boire un verre avec un copain dans un bar, avec la musique à donf et 300 000 personnes qui parlent autour de moi, bah, moi, je trouve pas ça reposant du tout. Heu, J'arrive pas à me concentrer, j'ai du mal à me focaliser, il y a trop de filtres. Alors que là, du coup, c'est bien, c'est nous 2 et le silence, tu vois? Et je trouve qu'effectivement, bah, c'est quelque chose qui est assez reposant, finalement. Et ça, c'est aussi, l'avantage du podcast. Enfin, on a rarement, en fait, l'occasion d'avoir, des conversations comme ça avec, les gens, et puis les gens sont dans la même démarche quand ils l'écoutent. Mmh. Vous qui êtes en train de nous écouter là justement, vous êtes aussi, un petit peu, avec nous dans cette conversation-là, et c'est pour moi l'un des gros avantages du podcast, c'est que tu peux te concentrer sur un sujet. Si tu as envie d'écouter un podcast sur un sujet et te concentrer dessus pendant que tu fais, autre chose, en fait, juste d'aller, aller courir par exemple, et puis, de te concentrer sur autre chose. Enfin, te concentrer sur un sujet en particulier pendant que tu fais une activité physique ou que tu conduis ou quoi, c'est possible avec le podcast, et ça, je trouve ça génial. Tu écoutes quand tu cours, toi? J'en écoute quand je cours, ouais. Ouais, ouais. Alors, j'écoutais essentiellement des podcasts, d'entrepreneuriat il y a quelque temps. Maintenant, c'est plus varié, avec, des podcasts de course à pied, de sport, ouais, ouais, j'en écoute, ouais. J'écoute pas les miens. Mmh. J'en suis pas là. Je le faisais au début, ça. Au début, en fait, pour essayer de voir si ce que je faisais, enfin, si tu vois, si la manière dont je conduisais, l'entretien, était pertinent, et en bout d'un moment, ça me saoulait. Enfin, mais j'ai appris des trucs quand même, tu vois? Je me suis rendu compte que parfois j'étais pas clair, que j'articulais pas assez, que parfois je voulais aller trop vite. Je voulais parler trop vite. Déjà que je parle vite, mais enfin, tu vois, j'ai appris des trucs quand même. Mais c'est quand même chiant de s'écouter, faut pas se mentir. Ouais, bien sûr, C'est non, non, douloureux, c'est ouais, ouais, douloureux. honnêtement, je crois que j'aurais pas le temps, en fait, mais par contre, d'écouter d'autres podcasts, je trouve ça vachement intéressant sur mener un échange, l'importance du silence aussi, ça, c'est quelque chose qu'au début, j'avais beaucoup de mal à faire, tu vois? De laisser un espace de silence Mmh. entre les moments où, mon interlocuteur, a fini de parler. Des fois, le fait de laisser 3-4 secondes de silence, il embraye sur quelque chose et il précise son propos, et si Mmh. j'avais pas laissé ce silence-là, il l'aurait pas fait. Donc, mais bon, après, hein, je sais pas si toi comment toi tu formé au podcast, mais, moi je suis absolument pas, journaliste, intervieweur, d'origine, donc on apprend sur le tas. 100% amateur. Mais alors vraiment, et ravi en fait, ravi de pas être contraint à une forme, tu vois? C'est juste, enfin, je fais mes podcasts comme tu fais les tiens, en fait. C'est une conversation, et puis, bah, en fait, on verra ce que ça donne, tu vois? Parfois ça fit avec les gens, parfois pas trop, donc Et puis c'est OK. C'est voilà, il y a le droit des fois, de faire un enregistrement d'un quart d'heure parce que ça nécessitait pas plus, et là aussi, je trouve que le podcast est intéressant. On n'a pas besoin de forcément faire durer, pour rien dire. non, c'est clair. Donc, ouais, bah, écoute, c'est chouette d'avoir eu ton retour et ton avis sur le podcast aussi. Hem Écoute, bah, justement, on arrive déjà à 50, plus de 50 minutes d'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelque chose, dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre enregistrement? Bah, tu vois, on a parlé un petit peu de la sandale au début, et en fait, je pense qu'il y a peut-être un enfin, je suis pas un ayatollah de la sandale, hein, moi, j'aime bien pratiquer ça, mais est-ce que peut-être si je devais passer un message aux gens qui s'intéresseraient à ça, heu, ça serait plutôt de dire, en fait, essayez de trouver ce qui va pas aujourd'hui avec ce que vous portez. S'il y a des trucs à résoudre, hein, parce que si tout va bien, bah, OK.
posez pas de questions, hein. Mais en fait, n'ayez pas peur lorsque vous pratiquez un sport, quel qu'il soit, à vous poser des questions sur peut-être qu'il y a des trucs que j'ai jamais remis en question, en fait. Parce que ça vient vraiment de là pour moi, hein. C'est un moment, je me suis dit, mais je comprends pas. C'est si ce qu'on me dit est vrai, ce qui m'arrive devrait pas arriver, tu vois. Et donc, peut-être que ce qu'on me dit est pas tout à fait juste, tu vois. Et donc, tu viens te poser des questions et tu dis, ok, est-ce que je peux expérimenter du coup l'inverse et voir si ça fonctionne. Et donc, lorsqu'on entend parler de pratiques de course à pied, tu vois, de minimalisme, maximalisme et compagnie, euh, j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas essayer. Et ensuite, vous pouvez aussi tout simplement décider que vous allez marcher avec, parce qu'il ne faut pas oublier que la marche, c'est super efficace pour la motricité. Tout n'a pas besoin d'être un entraînement avec, tu vois, 3 km à l'heure marathon. Enfin, tu vois, c'est pas la peine. Vous pouvez aussi vous offrir des chaussures minimalistes pour aller bruncher. Oui, et pareil pour les sandales, du coup, qu'est-ce que chaussures ou sandales. Donc, en fait, si vous êtes curieux, prenez-en une paire pour le week-end, marchez avec, voyez si ça vous plaît, et si un jour vous avez envie de courir avec, bah allez-y, quoi. Voilà. Moi, c'est un truc que j'aurais rajouté. Mais de toute façon, en plus, le discours minimaliste, il s'est quand même sacrément adouci en fait avec les années. Il y a 5-6 ans, on entendait parler que de ça. Fallait absolument quitter ses chaussures. Maintenant, en fait, on est plutôt sur un discours. Eh bien, il y a ça qui existe, ça peut vous correspondre, essayez. Voilà. Euh, et je trouve ça beaucoup plus sain en fait de laisser la possibilité aux gens sans forcément aller sur la culpabilisation de celui qui achèterait ou courrait avec des chaussures euh, dit classiques. Ouais, Voilà. Je trouve ça plus efficace. bah complètement, pas besoin de se prendre la tête, hein. Si vous pratiquez votre sport et que vous vous amusez et que vous faites pas mal, bah tant mieux, hein. Je veux dire, l'important, c'est de pouvoir s'épanouir dans sa pratique. C'est juste que je pense qu'il faut pas, enfin, faut pas avoir peur de se poser les questions qui fâchent, en fait. Peut-être que moi, je peux pas courir avec les mêmes chaussures que Jim, parce que Jim, il fait la moitié de mon poids et il est beaucoup plus rapide que moi. Et c'est un meilleur athlète. Donc, du coup, on peut pas porter les mêmes produits, on n'a pas la même morpho. Donc, peut-être que moi, j'ai pas besoin de la même chose que Jim. Tu vois. C'est ça. Jim, le fameux l'homme qui vole en courant. Voilà, exactement. Mais tu vois, par exemple, il y a Kylian Jornet aussi, si on commence à citer les athlètes élites. Kylian Jornet est quelqu'un qui aime énormément tester son propre corps, l'amener dans des retranchements. Dans un de ses bouquins, il disait il avait continué à s'entraîner comme il le faisait tout le temps, sauf qu'il avait arrêté de manger. Voilà. Mm. Pendant 4 jours et demi, il n'a pas mangé, il a continué à s'entraîner. Pour voir en fait ce que ça fait quoi. Et puis ils testent comme ça des choses, donc je trouve ça enrichissant aussi d'aller tester de nouvelles pratiques, voir si ça fonctionne, voir quels sont les effets. Et en fait, avec la course à pied, on a énormément de choses à tester, et surtout quand on va aller vers l'ultra, parce qu'on parle souvent d'entraîner son corps à l'endurance, mais c'est hyper vaste, il y a plein de choses à faire, le sommeil, l'alimentation, l'équipement, la gestion d'efforts, l'apprentissage de la stratégie de course aussi. Enfin voilà, il y a énormément Mm. de choses qu'on peut tester sur le trail. C'est pour ça que ce sport est le plus stylé du monde. Mhm. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux être dans la meilleure forme physique du monde. Si c'est ton premier ultra et qu'il t'arrive une couille, il y a des chances que ça s'arrête là. Parce qu'en fait, tu sauras pas forcément quoi faire si t'as pas cette expérience en fait des choses qui vont mal en fait. Donc rien que ça, cette compétence, tu peux l'avoir qu'à partir du moment où tu as eu tes premiers problèmes en ultra. Parce que qu'est-ce qui se passe quand, je sais pas, il te manque du matériel et ça fait 15 heures que tu charbonnes, quoi. Tu vois, comment est-ce que tu réagis? Bah, là où tout de suite maintenant tu vas me donner la réponse du tac au tac, tu vas me dire ouais je fais ça. Et en fait, sauf que quand tu as plus de 15 heures d'effort, bah tu sais pas. Tu sais C'est pas ça. quoi faire. Tu paniques, tu pleures. Voilà. Et du coup, bah la réponse c'est pas la même en fait. Exactement. Exactement. Hmm. Eh ben écoute, merci beaucoup Ben pour notre échange. C'était vraiment très sympa. Bah, ça m'a fait plaisir. Eh ben écoute, je renvoie toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus à écouter ton podcast, Le Serment d'Hypocrite.
Et puis, très bonne année 2022 avec tous ces beaux projets. Bah, de toute façon, tu seras là pour la Croatie, si j'ai bien compris. Vous l'avez Alors, entendu ici en premier. c'est pas dit, honnêtement. Moi, j'ai entendu la première version, mais Affaire à suivre. Voilà. ouais. Bah, Allez, merci merci François. beaucoup Ben, à bientôt. Salut. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.